Ce que je vous propose maintenant, c'est on va faire une petite séquence courte avant d'engager le débat général. Mais c'est déjà une manière de le faire aussi. Comme je vous l'ai dit, durant tout le colloque, on avait un groupe témoin qui était constitué par nos 3 jeunes du service civique qui ont fait un travail technique d'écoute de ce qui remontait comme remarque. Et puis, on leur a demandé d'essayer de faire un peu de manière synthétique quelque chose qui permettrait d'engager la suite pour le débat général. Je viens de me concerter un petit peu avec eux. Ils disent, bon, il y a un certain nombre de choses, mais si on les dit toutes en bloc, on ne va pas pouvoir bien prendre en compte, on va dire, ce que vous dites depuis vos écrans. Et donc, on va plutôt adopter une autre méthode, c'est-à-dire que on va chaque fois introduire une séquence donc de lecture par l'un d'eux, et puis on ouvrira peut-être déjà des possibilités d'échange par rapport à ça, très courtes, en fonction d'ailleurs des intervenants, puisque la caractéristique maintenant, dans le fond de la longue séquence, malgré tout que j'engage d'un certain point de vue, mais qui va être animée ensuite par Jean-Marie Villela, qui reprend son souffle et qui a le droit de boire un coup, eh bien, ça va permettre, on va dire, à chacun qui est ici, qui est intervenu ou non, d'intervenir et qui sont un petit peu représentants des gens qui sont derrière leur écran. Attention à bien mettre les masques. Alors, on commence. Et donc, on enlève le masque quand on parle, par contre. Et donc, c'est Alexandre qui va commencer. Bonjour, alors nous avions plusieurs remarques que nous avons gardées. Je vais commencer par Michel Bonnefoy. Il avait une question, c'est « La question de la pauvreté comme déterminant de santé mériterait d'être approfondie, notamment au-delà de l'approche historique des questions de santé publique évoquées par Alain qui nécessiterait quelques compléments. L'ORS Grand Est est très engagé sur les questions d'inégalité sociale et de santé et de déterminants. Que pouvez-vous apporter à cette remarque ? Est-ce que vous voulez que je me répète ou... Alors, il faut peut-être préciser ce que c'est que l'ORS, c'est l'Observatoire de la santé du Grand Est, qui autrefois s'appelait l'ORSAS, qui a longtemps été dirigé d'ailleurs par le frère de Jean-Marie Schlerec, ici présent. Et moi, j'ai regretté d'ailleurs que le dernier S du social ait été gommé. Bon, d'accord, il s'agit de la conception de la santé au sens de l'OMS qui comporte le social, mais on a tellement tendance à gommer la dimension sociale, je dirais, telle qu'elle s'applique indépendamment des questions médicales et sanitaires, que j'aime bien quand elle est quand même affirmée. Alors, relisez quand même encore une fois pour qu'on s'imprègne bien de la question. Ok. Donc, la question de la société, de la pauvreté, comme déterminant de santé mériterait d'être approfondie, notamment au-delà de l'approche historique des questions de santé publique évoquées par Alain, qui mériterait quelques compléments. L'ORS Grand Est est très engagé sur les questions d'inégalité sociale, de santé et de déterminants. Bon, on peut aussi considérer que c'est une remarque, qui ne comporte pas de question à proprement parler, mais je signale, parce que c'est quand même très important, que le CNAES a représenté à la fois soi-même et l'ARES à la 4e conférence régionale Grand Est pour la lutte contre les pauvretés. Et je dois dire que sur les approches chiffrées, on avait les documents INSEE, mais on avait aussi tout le travail qui a été accompli de manière absolument extraordinaire par l'ORSAS, par l'Observatoire de la santé Grand Est. Ils ont une capacité pour le moment à opérer des mesures absolument extraordinaires du point de vue de la précision. Non seulement ils le font par territoire, par grand territoire, ils le font bien sûr par commune, agglomération commune. Ils arrivent maintenant à avoir des approches spécifiques, inédites, par quartier. C'est extraordinaire. Un des enjeux, d'ailleurs, de la connaissance, on va dire, des phénomènes et des questions
diverses tient à ce travail qui permet à un moment donné la connaissance de ce qui est parfois autour de nous et qu'on méconnaît. Ça, c'est la première. On en passe à la seconde. Roger Berthoud a la parole. Alors, il faudrait le micro. Merci. Oui, bon, je ne suis pas du tout spécialiste de la question de la santé, mais il faut quand même rappeler, je pense, que sur le plan historique, je l'ai dit ce matin, il y a quand même eu une avancée considérable à partir du moment où la sécurité sociale s'est mise en place. Et en particulier du côté de la maladie et du côté de la vieillesse. Et que de ce côté-là, enfin, je veux dire, c'est les grands empêchements de travailler qui viennent de la maladie et de la vieillesse mettaient les gens dans une misère noire pendant des millénaires. Et à partir du moment où la sécurité sociale s'est mise en place, il y a eu une réponse qui s'est faite. Ça, c'est le premier élément. Depuis, mon collègue d'à côté de moi me le rappelait tout à l'heure, avec raison, la sécurité sociale, elle a été généralisée en 1945, mais elle a été mise en œuvre progressivement depuis la fin du 19e siècle, avec les accidents du travail en particulier, prise en charge. Enfin, il faudrait revenir là-dessus, mais c'est un élément quand même tout à fait important. Le deuxième élément, mais toujours d'un point de vue très généraliste, je pense que la pandémie d'aujourd'hui a quand même mis en avant tout le problème de l'hôpital. Et la question de l'hôpital aujourd'hui, c'est que manifestement, il manque de moyens pour gérer les problèmes de santé des gens qui sont là. Et il manque de moyens, en particulier, alors, d'un point de vue très global, à partir du moment, et Thomas Piketty l'a montré avec ses derniers bouquins sur comment dire, la fiscalité, sur le capital, enfin les capacités des très riches à augmenter de manière faramineuse leur capital, c'est que il y a eu, après la guerre 39-45, comment dire, des fiscalités très importantes concernant les très riches, qui seraient aujourd'hui complètement considérés comme quasi du socialisme ou du soviétique, et refusé. Mais ça a existé pendant très longtemps et ça a permis de dégager des moyens colossaux pour faire autre chose. Et bon, l'hôpital, je passe là-dessus, mais l'hôpital, pendant, comment dire, une quarantaine d'années, pendant les 30 Glorieuses, s'est fortement développé par rapport à ce qu'il était auparavant. Et c'est quand même à partir de 2007-2008, sauf erreur, qu'avec la ministre Roselyne Bachelot, qui aujourd'hui pavane partout parce qu'elle est revenue au ministère après avoir été, comment dire, relativement moquée sur les questions de masques. Bon, elle avait raison là-dessus au bout du compte. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle a mis en place? C'est la T2A, c'est-à-dire le financement de l'hôpital à partir d'un système de la tarification à l'acte. Les 2A, c'est tarification à l'acte, qui fait que l'hôpital est en grande, comment dire, difficulté par rapport au secteur privé de soins, parce que le secteur privé de soins peut choisir ses malades, et il prend les malades dont les actes de, comment dire, de santé sont les plus profitables sur le plan financier, alors que l'hôpital public est obligé de prendre tous les malades, y compris ceux qui coûtent très cher, et que la sécurité sociale, comment dire, est obligée de financer. Donc, enfin, bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une dimension financière de l'approche de la santé qui s'est complètement dégradée depuis le milieu des années 2010. Derrière toi, Jacques. Deux, trois petites choses complémentaires sur le coût de la santé. Le vrai problème actuel, c'est de la démographie médicale, la présence de médecins sur tout le territoire. Le problème est de savoir comment on veut drainer une population soignante sur tous les points du territoire, pour les payer,
pour les mettre en œuvre. Je crois que là, c'est un problème général de solidarité. Et tant qu'on n'aura pas réglé le problème de démographie actuellement, on aura des problèmes de suivi et une pauvreté qui s'installera parce que la distance entre le domicile de la personne et le lieu où elle est soignée sera de plus en plus grande. La deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que l'hôpital en lui-même, dans sa structure, coûte cher. Ça, on ne l'a jamais mis de côté. Il coûte cher, mais on ne rémunère pas assez certaines professions dans l'hôpital. C'est ça la deuxième question qui se pose, c'est qu'on a, au niveau du médical, on a une rémunération qui peut être considérée comme correcte, mais je crois que c'est l'environnement de l'hôpital qui pose question, et là, il faudra du paramédical, le rôle de l'infirmière, mais le rôle de l'infirmière, ce sera un débat général, puisque même en ville, quand vous voyez une action d'une infirmière qui va au domicile des personnes qui remonte à 6 € de remboursement, quand un médecin, c'est déjà la visite à 25 ou 40 €, le remboursement, nous avons une grande difficulté. Je crois qu'il faudra qu'on raisonne sur la répartition de la population, la répartition de la démographie médicale, et on rejoint les débats de solidarité, parce que le gros problème actuellement, c'est qu'on est en train de drainer les professions médicales des pays qui ont des problèmes chez eux, et on est en train de créer une deuxième pauvreté énorme dans un certain nombre de régions. Je crois qu'en Roumanie, maintenant, il n'y a pratiquement plus de médecins, puisqu'ils sont tous repartis ailleurs. Je crois qu'on a une réflexion globale à se poser là-dessus, pas simplement au niveau structure des soins. Et la deuxième question qui est sous-jacente, est-ce que l'on admettra des dépassements d'honoraires ou pas? Et si on admet des dépassements d'honoraires, qui doit les prendre en charge? Et là, vous avez un débat actuel sur la grande sécurité sociale, qui était la prise en charge de la totalité du soin par un organisme unique, au lieu d'une partie de base et le ticket modérateur pris par d'autres personnes. Je crois qu'on est vraiment dans un débat important sur le domaine de la santé actuellement. Je retire pas le masque parce que j'ai des personnes à risque chez moi, donc je préfère me protéger. Donc il y a une remarque sur le chat public d'Émilie Garder, la nouvelle directrice de l'ORS Grand Est. Elle a repris la direction après M. Bonnefoy. Elle il regrette aussi que l'action sociale pour affaires sociales, mais il s'agit d'une question de visibilité et de réseau national des ORS. Elle peut toutefois assurer que le social est bel et bien intégré dans leurs travaux. Effectivement, l'ORS mène des travaux d'observation de la santé et de ses déterminants à différents échelons géographiques. L'observatoire est pour eux une première clé pour l'action. Elle rajoute aussi une remarque sur le fait que les inégalités sont parfois très importantes au sein de petites zones géographiques. Par exemple, les inégalités de moralité sont plus fortes entre des quartiers d'une grosse métropole qu'entre, par exemple, les cantons de la région. Alors, cette question ou remarque vient de nous, le groupe témoin. Comment le modèle républicain peut-il résoudre la pauvreté face à un système économique produisant une pauvreté structurelle? Vous avez 2 heures. Bon, c'est manifestement l'une des questions qui émerge, je crois, depuis ce matin, de cette question un peu de la nature du modèle sur lequel on veut être. C'est-à-dire, on voit bien que la difficulté, l'une des difficultés majeures sur lesquelles on est aujourd'hui, le débat sur la santé, c'est aussi ça, quoi, hein, en filigrane, c'est qu'on voudrait finalement, continuer à avoir un processus de solidarité suffisamment fort dans notre société, et en même temps
avoir un dispositif économique sur lequel, ma foi, on a de la rentabilité, etc. Et on voit bien qu'à un moment donné, il y a incompatibilité entre les deux. En tout cas, le modèle économique libéral prend le pas sur un modèle qu'on peut appeler républicain, en tout cas avec les valeurs républicaines qu'on a en tête, et que là, il y a une vraie difficulté à résoudre. Alors le comment, voilà, je pense que personne n'est en capacité de pouvoir répondre à cette question, mais c'est vraiment, me semble-t-il, une question dont, dont on devrait se saisir, et surtout dans les périodes actuelles où il est question de savoir comment on va se projeter dans les 5 années qui viennent, quoi. Oui, alors, pour ma part, concernant les modèles, je reprends un peu ce que j'ai dit ce matin. Il y a un modèle libéral, il y a un modèle marxiste, j'en ai pas parlé, ou à peine, j'ai effleuré, mais je pense qu'il a montré son inefficacité, et bien plus que son inefficacité, son injustice sociale. Le prolétariat soviétique a été maltraité, alors qu'il était théoriquement au pouvoir. Et puis, il y a le modèle keynésien. Le modèle keynésien, j'ai dit ce matin qu'il a relativement échoué en France parce que augmenter le pouvoir d'achat, c'est très bien, les gens achètent, ils consomment, mais s'ils consomment des produits étrangers, ça ne relance pas l'économie française. Et il a échoué. Enfin, Chirac a dû abandonner, il a laissé la place à Raymond Barre. Mauroy a essayé, il a arrêté pour une politique qui a été appelée ensuite une politique d'austérité. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je ne le mets pas à la poubelle, ce modèle-là, parce que je considère qu'il a fait ses preuves, en particulier aux USA, avec Roosevelt, le New Deal de Roosevelt, alors je ne sais pas s'il se réclamait de Keynes ou pas, peu importe, je m'en fiche, mais c'est à peu près la même chose. Ce qu'il a fait, c'est deux choses que Keynes préconisait. C'est d'un côté le soutien du pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, j'en ai parlé ce matin, mais ce qu'il disait aussi, c'était des politiques de grands travaux, pilotées par l'État. Et je me suis renseigné un peu là-dessus. Manifestement, il a réussi, grâce à une fiscalité concernant les plus riches, il a réussi à amasser une sorte de trésor de guerre qui a permis pendant plusieurs années de créer des infrastructures routières, d'aéroports, de barrages sur la rivière du Tennessee, par exemple. C'est un des exemples que j'ai trouvé. Et qui ont donné des emplois à des centaines de milliers de gens, et donc par ailleurs des salaires. Enfin bref, c'est un modèle qui a relativement réussi. Et autrement dit, je pense que si on parle de modèles, il n'y en a pas 36, ou alors on ne les a pas inventés. Le modèle libéral, personnellement, je pense que c'est l'injustice sociale, je ne le retiens pas. Le modèle communiste, je ne le retiens pas pour les raisons que j'ai déjà dites. Le modèle keynésien, à condition d'ajouter au soutien du pouvoir d'achat, il faut ajouter une politique de grands travaux. Et alors, je précise encore, il y a une opportunité aujourd'hui, c'est que tout d'un coup, on s'aperçoit que les petits Français et les petites Françaises sont de plus en plus attentifs à la question climatique. Or, cette question climatique, si elle devient véritablement une priorité nationale, c'est quelque chose qui exige des investissements colossaux. Et quand je parle de grands travaux, je pense que l'État devrait mettre en place un service public dans ce domaine-là. Bon, service public, ça veut dire que c'est l'État qui pilote les choses et pas le marché. Ça n'empêche pas des entreprises privées de contribuer à travailler dans ces investissements productifs, mais sous le pilotage et le contrôle de l'État. Bon. Autrement dit, je pense qu'il y a un modèle possible. Je crois d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de candidats à la présidence qui l'ont dans la tête.
Ils ne le disent pas forcément comme je le dis, peu importe, mais je pense que c'est une solution quand on parle de modèle républicain qui ne soit autre chose que le libéralisme économique. Non. Une question tout à fait simple par rapport à l'alimentation et la pauvreté. Tout bêtement, je me dis que tous les produits transformés avec lesquels on lutte, trop de sucre, trop de sel, tout ça, mais ils sont pas chers. Donc, tant qu'on trouvera ces produits-là, ils seront achetés par les gens qui n'en ont pas trop les moyens, et parce que les autres produits sont plus chers, tout ce qui est légumes frais, tout ce qui est fruits, voilà, tout bêtement. Et je pense aux enfants surtout. Voilà. Alors, on a une question de Bernard Eckel qui consiste en relation avec l'intervention de Jean-Marie Villela. Décroire à la croissance est une perspective réflexive et politique forte, mais comment s'y atteler? Jean-Marie, tu peux parler devant le micro, là. C'est même le mieux. Hein. Oui, c'est une perspective intéressante, mais sans doute assez compliquée à mettre en place. Ce que je voulais simplement dire par là, c'est un peu la question des formules qu'on emploie, c'est que faut qu'on arrête un peu de se bassiner ou d'être bassiné par, encore une fois, ce modèle qui met la croissance en avant. Et pour que cette croissance soit acceptable, puisqu'on voit bien, et il y a pas mal de groupes de pression, que ce soit des jeunes ou d'autres groupes, que la croissance à tout prix pose problème, pour rendre cette croissance un peu plus acceptable, eh bien, on lui met des petites couches de responsabilité sociétale, on lui met des petites couches de greenwashing sur certaines entreprises, et on dit, ben voilà, on a donc pris en compte un certain nombre d'éléments, et donc on est propre et on rend les choses acceptables. Mais pour autant, on fait toujours une croissance, on a toujours cette notion de croissance en tête. Alors, d'un point de vue historique, je pense que c'est une erreur d'ailleurs, puisque la seule période, on en a parlé aujourd'hui, la seule période où il y a eu une croissance phénoménale, c'est les fameuses 30 glorieuses qu'on évoquait, où la croissance était extrêmement importante, mais c'est Thomas Piketty, dont on a parlé aussi tout à l'heure, le dit clairement dans un de ses livres, c'est un phénomène extrêmement rarissime sur un horizon de temps de croissance dans les pays développés. Donc, j'ai un peu l'impression, personnellement, que nos politiques, enfin ceux qui sont en charge des politiques, ont en tête cette notion de croissance. Je reprends les phrases qu'ont pu dire, par exemple, le ministre de l'économie, lorsqu'on pensait être un peu sorti de la pandémie, avant que les énièmes vagues reviennent, et qui était tout content de dire on a un taux de croissance de 5, 6, voire 8%, on est les meilleurs taux de croissance. Qu'est-ce qu'on en fait de ce taux de croissance? C'est-à-dire si c'est pour refaire le même dispositif qu'avant, sans se poser la question de savoir si ce n'est pas finalement parce que on avait un modèle qui n'était pas adapté, qu'on a aussi un peu cette question de pandémie qui s'est mise en place. Voilà, si on ne revoit pas cette question-là, ça ne va pas servir à grand-chose de vouloir une croissance. C'est pour ça que je disais, il faut décroire. La formule n'est pas de moi, hein, j'ai sorti d'un article du Monde diplomatique du mois précédent, pas de celui-ci. Décroire à la croissance, c'est aussi se reposer la question de savoir si une croissance telle qu'on la veut ou telle qu'on l'imagine avec nos schémas anciens, et notamment avec en tête ce schéma des 30 glorieuses qui est celui d'une abondance importante juste avant la fin des années 70, même un peu avant. Est-ce que c'est ça qu'on veut, ou bien est-ce qu'on essaye de trouver un autre modèle? Bon, il y a quelque chose qui m'apparaît quand même, c'est que
comme le dit Roger, dans une conjoncture que je n'ai jamais connue jusqu'à maintenant. Je commence à être un peu âgé, hein. C'est le débat sur la planète. Il y a vraiment, et on sent que la jeunesse est très partante là-dessus, on parle de l'avenir, et j'ai dit combien les jeunes, la jeunesse était l'avenir. Alors pas seulement l'avenir, comme on dit, du village, de la ville, du pays, bon, mais du monde. Elle perçoit bien les enjeux autour d'une question qui, par les désordres qu'elle introduit, force à regarder froidement les dégâts qui sont commis par le mode de fonctionnement des sociétés. Et que ces sociétés, par un espèce de cousinage très bizarre, jusqu'à maintenant ont plutôt été d'accord pour des modes de fonctionnement où, je pense à ce que développe très bien, par exemple, Dominique Potier, c'est toute la question de la préemption des terres, de la préemption de l'eau, de la préemption des graines, de la paupérisation qui est conduite par des pressions phénoménales par rapport à la question des échanges avec les pays qui sont dominés et qui ne peuvent pas faire autrement à un moment donné que d'être sous cette pression de domination. Et puis, on voit les grandes catastrophes. Les guerres sont d'ailleurs des épiphénomènes non négligeables, mais qui sont quand même liés aussi à ces massacres d'une autre manière qui aurait pu exister, qui fasse que les gens qui se font la guerre ne l'auraient peut-être pas fait. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu de violence. La violence est constitutionnelle de l'homme. Ça, j'en suis persuadé. Il y a le meilleur et le pire. Mais je pense que ça concourt, à un moment donné, à des dévastations qui sont absolument funestes, pas seulement là où ça se passe, mais par sorte de résonance bien ailleurs. Donc, la question s'est amplifiée. Le fait même qu'elle se soit amplifiée nous donne plus de visibilité. Et donc aussi plus de responsabilité pour penser les choses, oser penser les choses. Ce colloque, il est quand même mis sous l'égide aussi de est-ce que c'est possible d'avoir d'autres chemins? Alors, soit on abandonne tout de suite, non, il n'y a pas d'autre chemin, on est obligé de continuer. Si un jour ça va mieux, ben, ça veut dire qu'on reprend le modèle précédent qui a fait des massacres, etc., dont on voit les conséquences. Ben, puisque les conséquences ont été amoindries, reprenons. Alors, jusqu'à de nouvelles conséquences. Donc, c'est tout de même ce moment que nous vivons qui fait que je pense qu'il y a de l'espoir d'avoir des conjonctions de gens suffisamment intelligents pour penser que des solutions doivent être construites, mais autrement que celles qui ont précédé. Pour compléter un peu ce que je disais tout à l'heure, et aussi par rapport à ce que tu viens de dire, Jacques, je pense que ça pose aussi la question alors, des rapports ou de la manière dont se positionne l'État, le monde associatif, puisqu'on voit bien que dans ces questions de pauvreté et de solidarité, le monde associatif est extrêmement important. Et puis les publics, quoi, les différents publics, ou la population d'une manière générale. Bon, là, on n'a pas eu l'intervention mais je pense qu'elle aurait été intéressante de voir comment finalement se réarticulent ces trois éléments, État, corps intermédiaires, je vais dire, et puis population, par rapport à la question des modèles qu'on abordait. Par exemple, Roger, dans son intervention, a bien mis en évidence les différents modèles. Et on voyait bien au travers de ces différents modèles que les rôles des uns et des autres se déplaçaient et bougeaient, que la manière dont on organise ces rôles peuvent être aussi soit des freins, soit des catalyseurs ou des marqueurs pour que on puisse arriver à modifier le chemin sur lequel on est. Donc je pense qu'il y a vraiment une question de réarticulation aussi des différentes espaces de discussion et d'action. Alors, tu as raison de souligner que François Baudin, qui devait intervenir ce matin, qui finalement ne l'a pas fait, bon, on aurait pu éventuellement reprendre ce qu'il avait travaillé, mais c'était donc le rapport tripartite État, entreprise et population pauvre à travers les 18e, 19e et 20e siècles.
Alors j'indique à tous ceux qui sont en ligne que le texte de son intervention, on va le mettre très très vite sur le site. Vous pourrez le lire, parce que ça touche effectivement, ça permet d'avoir un éclairage très intéressant structurellement par rapport à ce qu'on est en train de discuter. Merci. Alors, on a une remarque suivie d'une question de Martine Trapon, qui écrit que la notion de rapprochement entre classe moyenne et classe pauvre est en effet un phénomène très visible dans l'exercice du travail social, phénomène qui, selon moi, renforce le sentiment d'injustice extrêmement dangereux car porteur de violences potentielles. Et elle écrit ensuite que les données chiffrées sont remarquables et précises. Comment expliquer que malgré cela, les politiques et décideurs restent sourds ? Il faudrait leur poser la question directement. Vous dormez. Je pense qu'on peut difficilement être dans leur tête et savoir comment ils abordent ces questions-là. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une des questions fondamentales. On parle de modèle. C'est aussi une des questions fondamentales, me semble-t-il, de la manière dont on veut voir notre avenir et les différents chemins qu'on aborde pour lutter contre la pauvreté. Ça renvoie un peu à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Alors, il ne faut pas non plus faire d'amalgame et vouloir que tout soit dans tout, mais quand même, on voit bien que dans la population des ronds-points, comme on a dit, le peuple des ronds-points, pour reprendre une terminologie qui avait été employée par certains journalistes, il y a cette espèce de conjonction entre des classes moyennes qui se sentent déclassés et qui sont au bord de la désaffiliation ou au bord de la précarité, et puis les précaires, c'est-à-dire les personnes qui sont les pauvres, qui sont aussi en situation qui sont dans une situation plus difficile. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment le mot est pas bon. Je ne crois pas qu'il y ait des pauvres au sens statistique du terme, c'est-à-dire avec un taux de pauvreté, un seuil de pauvreté extrêmement bas, mais je pense que dans ce peuple des ronds-points, il y avait un peu cet amalgame entre des personnes qui essayent de s'en sortir et puis des personnes qui se sentent déclassées. Et je pense que là, il y a une vraie question qu'il faut se poser. C'est parce que si on n'est pas en capacité... c'est une question de seuil ou de bascule. Si les personnes en bas de classe moyenne, on va dire, pour employer rapidement une hiérarchie, si les personnes qui sont en bas de classe moyenne se regroupent avec les personnes qui sont en situation de pauvreté plus importante et qui, elles, ont quelques amortisseurs sociaux qui leur permettent de s'en sortir un peu. Donc si cette conjonction se fait, il y a un vrai risque par rapport à la capacité de la société à continuer à vivre dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est explosif, cette affaire-là. Moi, je suis persuadé que la question des gilets jaunes, qui est un peu sortie du champ d'observation parce que la pandémie est venue se greffer et que donc il y avait d'autres problématiques à résoudre, dès que la pandémie va commencer un peu dès qu'on va un peu en sortir, la question des gilets jaunes va revenir sur le tapis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que dans les manifestations, il y en a quelques-uns parce qu'on est sur la question très très précise de la vaccination ou de l'absence de vaccination. Mais quand tout ceci va être de côté, je pense que cet amalgame entre les pauvres et les presque pas pauvres, on va dire, va redevenir une question importante et un phénomène important qu'il faudra résoudre. J'aurais juste aussi, ça me fait penser un peu à quelque chose, on emploie le mot précarité. Alors je ne veux pas faire mon savant, c'est pas du tout le but de la manœuvre, puis je pense que plein de monde le sait. Le mot précarité a comme origine latine la prière.
C'est-à-dire que quand on dit la précarité, c'est qu'on fait une prière. Et donc on voit bien qu'il y a une espèce de comment dire, de différence entre la pauvreté, qui est un état un peu statique, finalement, et la précarité, où il y a une espèce de demande. Cette fameuse, étymologiquement, cette fameuse prière. Et dans la question de l'amalgame, ces deux choses sont mêlées. Il y a à la fois du statique avec la pauvreté, et il y a à la fois de la demande, sociale, hein, autour de la précarité. Merci. Concernant l'alliance éventuelle de la classe moyenne avec ceux qui seraient les plus pauvres, quoi, et non pas celle rêvée probablement par beaucoup d'éléments de la classe moyenne, c'est d'être dans le cran d'au-dessus. Pourquoi voudriez-vous que la classe moyenne soit homogène ? Dans la classe moyenne, il y a des gens qui se taisent, il y a des gens qui murmurent, qui susurrent, parce que leur rêve, c'est pas d'être allié avec les plus petits, c'est de se retrouver dans les grands. D'où ce fameux silence de la classe moyenne. Alors, quelques éléments. Il y a de mon point de vue, une époque qui a été un peu oubliée là, et qui fut une époque de croissance. C'est celle de la révolution industrielle jusqu'en 1913. Je rappelle que entre 1917 et 1938, dans tous les documents du grand patronat, la référence de production, c'était 1913. Quand on comptait la chaux, le fer, l'acier, 1913. Donc il y a eu un développement fantastique entre 1850 et 1913, avec des gouvernements libéraux qui disaient, par exemple, celui qui fut Adolphe Thiers, qui a été avant président de la commission sociale de l'Assemblée nationale. Adolphe Thiers en 1940 dit « Oui, il faut bien organiser la bienfaisance publique, mais après les initiatives de bienfaisance, nous ne pourrons faire que la bienfaisance de subsidiarité. » C'est le mot exact de Thiers. Donc, on voit bien celui qui détient la richesse, qu'il veut l'augmenter pour des raisons saines ou malsaines, je veux dire collectives ou personnelles, lui, il ne va pas organiser la bienveillance. Non, il faut qu'on l'organise pour lui, un peu. Sauf que il y a un mouvement politique qui serait un gros mot pour, je m'amuse un peu, pour quelques gauchistes. C'est le solidarisme à l'époque. Et le solidarisme, ça a été un mouvement formidable. Car en fait, en 1893, il y a la loi sur l'aide médicale. Ça y est, il faut qu'ils payent, les communes aussi. Mais très rapidement, après, il va y avoir la loi sur l'allocation pour les incurables, les invalides et les pauvres. Là, on est en 1905. Mais après, il va y avoir la loi sur les accidents de travail. Vous imaginez, celui qui était accidenté, qui avait une incapacité partielle ou totale, c'était la misère. Sauf que je vois bien qu'à cette époque, il y a une alliance objective de ceux qu'on appellerait aujourd'hui la classe moyenne ouvrière avec la classe pauvre, parce qu'ils sont dans le même périmètre quotidien de l'usine, de l'entreprise, et ils pèsent ensemble. Et aujourd'hui, celui qui a du boulot, il considère qu'il a du pot, il n'a surtout pas envie de le perdre par rapport à celui qui ne l'a pas, et qui lui peut être souvent en situation de pauvreté. Et là, on a un vrai problème. Le lien dont vous parlez entre la classe moyenne, là, on va dire comme ça, puisqu'on a commencé ce débat comme ça, le peuple de Gilets jaunes, qui étaient souvent des gens de classe moyenne, mais qui se sentaient en train de basculer et qui se disaient « mais moi, la précarité, elle peut devenir pauvreté d'un instant à l'autre, mais comment je fais avec mes enfants ?» Et nous, en ruralité, parce que je connais la ruralité, mais le prix des carburants avec les déplacements que je fais, je m'appauvris tous les jours. Sauf que ceux qui étaient en situation de pauvreté,
sont pas souvent venus sur le rond-point. Il y a actuellement un vrai problème de mobilisation, de conscience politique, d'alliance politique. Je termine par quelque chose d'autre. N'oubliez jamais qu'après 1947, les grandes lois qui se font, elles se font par un pouvoir politique qui, ma foi, donne le mythe, le culte de la résistance, du Comité national de la résistance. Et heureusement qu'il y a le culte. Parce que dans la réalité, vous vous rappelez, combien dit le général de Gaulle, sommes-nous à Pleven 35 millions en général. Nous sommes 70 millions, Pleven. Non, 35 millions. Et quelques minutes après, le général veut tout de même apaiser Pleven en lui disant « Mais dis donc, il y a 35 millions de gaullistes en ce moment, il y avait bien 35 millions de pétinistes. » Et là, Pleven sourit, ce sont les mêmes, mon général. Donc, le Comité national de la résistance va donner comme une âme unie à la revendication sociale et politique. Il est adossé à un mythe. Mais le mythe va marcher. Ce sera la sécurité sociale en particulier. Et alors là, je vois bien ce qui se passe. Dans l'entreprise, quand on va la faire cotiser à la sécurité sociale, et on va lui dire, je vous préviens, chaque fois qu'il y a des accidents, on fait le bilan à la fin de l'année, les entreprises qui ont beaucoup d'accidents, on vous augmente les cotisations. C'est une manière d'attaquer la sécurité, enfin je veux dire de prendre garde aux problèmes de sécurité, et surtout à l'époque, n'oubliez pas, c'était l'alcoolisme dans l'entreprise. Et évidemment que les directeurs d'entreprise se sont mis dans ce combat-là, parce qu'il y avait un retour immédiat. Il y avait un retour immédiat. Vous pensez bien les deux Wendel. Je travaille plutôt sur cette grande famille sidérurgiste, sans vouloir régler de comptes, mais pour rendre des comptes et comprendre. Ils avaient intérêt que les accidents de travail tombent. Ça faisait tomber leurs cotisations. Et donc, il n'y a pas... Aujourd'hui, vous avez des défilés le matin pour dire on veut plus d'enseignants, on veut plus d'infirmières, on veut plus d'équipements publics, et vous avez dans le même défilé l'après-midi des gens qui disent on veut moins d'impôts. Vous m'expliquerez comment on fait de la commune à la nation, nation-État, pour ouvrir le champ des dépenses avec ce refus de la recette. Je connais une part de la réponse. C'est une autre répartition de ce qu'on a. Je vous invite à y penser. Déjà en répartissant ce qu'on recueille autrement, on pourrait peut-être améliorer. Mais ça ne suffira pas. Et donc moi je pense qu'en effet, il y a à repolitiser nos recherches, mais si l'opinion publique devient néolibérale, on est mal. Hein. On est mal. Parce que tant qu'on fait croire qu'il y a des méchants politiques qui sont néolibéraux, puis les autres qui sont... Non, 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 non. L'opinion, c'est nous. C'est pas ceux qui sont ailleurs. Non, nous. Comment on parle à nos voisins, dans nos familles, quand on explique que la République, c'est l'appel à des droits qui vont s'adosser à des devoirs, notamment le devoir fiscal. Puis en fonction de nos engagements, on voudra une répartition fiscale différente, certainement, je le souhaite. Parce que des fois, je suis un peu étonné de ce que je vois dans les volontés de répartition fiscale. Donc je ne comprends plus bien. Mais voilà, je ne voudrais pas qu'on ait des discours sans qu'on ait, in fine, l'envie de réussir. Alors pour l'environnement, c'est ça le problème, quoi. L'environnement qui contribue, qui est... voilà, si c'est la priorité, probablement, c'est une priorité de vie ensemble, mais une vie pour demain, encore faut-il accepter qu'elle devienne une priorité dans la redistribution de nos capacités contributives. Voilà. Excusez-moi, j'étais long. Je rajouterai qu'une petite chose, c'est que la solidarité doit être internationale, parce que là, on est encore
en train de se dire, on répartit entre Français, entre guillemets, mais si on a du réchauffement climatique en Afrique ou dans certains autres pays, il va bien falloir qu'on participe et qu'on fasse preuve d'accueil. Ça va être terrible, ça. Parce qu'on va toujours se comparer avec quelqu'un d'autre qui vient à côté. Et je crois que le mot solidarité, parce qu'on parle de sécurité sociale, mais c'est la solidarité qui doit être développée, c'est la seule façon de traiter les problèmes. Solidaire entre générations, solidaire entre métiers, mais aussi solidaire entre pays. Et là, on a un vrai travail de fond à mener et qui n'est pas simple à résoudre. Il y a un aspect que je voudrais souligner pour ma part, c'est que j'ai le sentiment que parfois, ce qui devrait être perçu par tout le monde, en particulier dans une république démocratique comme la nôtre, comme le commun, ce qui nous appartient à tous, est dénié par une partie des gens qui considèrent qu'on s'en fout du commun. La seule chose qui compte, c'est moi, d'abord, c'est mon petit cercle. Le mot communauté, qui est un peu difficile à utiliser parce qu'il a des sens maintenant multiples, il faut s'en méfier, mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Mon quartier, et le reste, je m'en fous. Et ça, c'est quelque chose qui constitue un frein incroyable, mais qui pose interrogation par rapport même à, je dirais, l'instruction civique, la formation des citoyens dès la famille, dans la compréhension à un moment donné que oui, la famille c'est un cercle, donc on y veille. Et je pense que d'ailleurs la première sécurité sociale, ça a été longtemps la famille, et ça continue de l'être, on le voit bien par rapport à tout ce qui a été évoqué avec les étudiants par exemple, ou des gens qui à un moment donné capotent, et donc ils sont bien contents de pouvoir retrouver des parents, et on voit sur le plan financier les aides qui à un moment donné sont bien utiles, parce qu'on n'arrive pas à les avoir autrement. Donc il y a des questions qui sont autour de ça. Donc la question des pauvretés, qui interroge la question de qu'est-ce qui est commun par rapport à la question effectivement de la contribution, éclaire quand même quelque chose sur lequel il y a un sacré problème. Parlez fort. Alors, il y a une question par Claude Grivel. Donc, les indicateurs de richesse ne devraient-ils pas intégrer les impacts de l'économie de production sur le vivant, que ce soit l'humain, l'animal, le végétal ? Il faut répéter la question plus fort. Oui. Criez un peu. Les indicateurs de richesse ne devraient-ils pas intégrer les impacts de l'économie de production sur le vivant ? Il y aura aussi vos questions. Hein. Si c'est la question de... Pardon, si c'est la question de... Si j'ai bien compris, de l'intégration dans les indicateurs que nous avons, indicateurs économiques actuels, etc., produits intérieurs bruts et autres, d'éléments qui sont hors l'économie marchande, oui, la réponse est manifestement oui. Il y a d'ailleurs il y a à la fois des recherches et puis il y a aussi un certain nombre d'indicateurs qui ont été mis en place, notamment au niveau mondial, bien devant le micro, sur des indicateurs qui dépassent la question du PIB, les indicateurs de bien-être, le classement de pays en dehors du produit intérieur brut par d'autres prise en compte d'autres indicateurs ou d'autres éléments de mesure. Je pense qu'on a les éléments pour le faire, ou à peu près. Le problème, c'est qu'on continue toujours, au plan national et international, à regarder le produit intérieur brut, quoi. C'est ça qu'on regarde, on ne regarde pas autre chose. Donc on peut très bien continuer à mettre en place une papardelle d'indicateurs qui aurait pour objectif de montrer que, oui, on s'occupe aussi des problèmes environnementaux ou des problèmes sociétaux. Si on continue à ne juger
ou ne jauger plutôt l'économie qu'au travers des indicateurs classiques tels que la production industrielle, on peut se faire plaisir, mais ça ne servira pas à grand-chose. Donc on revient de nouveau à la question de comment on fait évoluer le modèle dominant pour prendre réellement en compte ces éléments-là. Il ne faut pas que ça soit une annexe à un rapport, le fait de prendre en compte des éléments autres que les éléments économiques. Il faut que ce soit intégré dans la construction des indicateurs. Alors je constate une chose, c'est qu'au lieu de regarder tous les gens qui sont là devant leurs écrans, on regarde là. Je ne sais pas si ça va. On va faire comme ça. On va faire un mix. Allez, Alexandre, à vous. Alors, les restaurants universitaires ont été créés afin de répondre aux problèmes alimentaires des étudiants. Pourtant, les étudiants ont de plus en plus de mal à bien se nourrir. Est-ce que l'offre des restaurants universitaires du Crous est-elle vraiment suffisante ? Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez peut-être ? Bien, mais ça ne peut pas être suffisant vu les difficultés financières de beaucoup d'étudiants. Sur ce plan, je fais le lien avec, une réunion qui avait eu lieu avec Citoyens Active Lorraine, dont j'ai déjà parlé, à Royaumé, où des étudiants étaient venus expliquer aussi les choses. Ça date déjà, c'était avant le Covid. Et là, moi j'avais posé une question, mais je la repose aujourd'hui parce qu'elle me semble toujours d'actualité. Quand on a construit quand même le Crous, excellente chose, on l'a construit pour répondre, non pas seulement à une partie, mais à la totalité du problème. Pourquoi est-ce que le Crous aujourd'hui ne pourrait pas être repensé pour régler la totalité des problèmes ? Quand je dis la totalité des problèmes, bon, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais substantiellement quand même, puisque je trouve anormal que les étudiants qui ont déjà de la peine à étudier, vu toutes les conditions qui leur sont faites, soient obligés de passer une partie de leur temps à s'auto-organiser pour se dépatouiller vis-à-vis de la misère étudiante ou de la paupérisation étudiante, bon, ce qui ne leur interdit pas de temps en temps, heureusement quand même, de festoyer. Mais les pauvres sont les premiers à savoir faire la fête. Pour faire écho à ce que dit Jacques Bergeret, animant tous les mois une réunion de l'ensemble des associations de solidarité avec l'ARS, l'accueil réinsertion sociale, où en priorité on traite les questions d'urgence et également de demandeurs d'asile, de plus en plus des organismes, notamment le Secours populaire, mais pas uniquement, les Restos du Cœur, nous parlent de la population étudiante et de la population étudiante des Crous. Donc ça fait écho à ce qui vient d'être dit, ça veut dire que toute une partie des besoins ne sont pas couverts par les œuvres universitaires, par les services sociaux des œuvres universitaires. Je vois un peu comment ça fonctionne. J'habite juste en face du service social universitaire à Laxou. On ne traite pas l'ensemble des situations et on s'en remet aux associations de solidarité dont c'est pas la mission première. Ils ont déjà énormément de choses en se consacrant aux questions d'urgence sociale pour les plus démunis, les plus déshérités, voire les populations à la rue, pour ne pas avoir en plus à devoir jouer, je dirais, les intervenants, les supplétifs du Crous. Et en cela, je rejoins ce que vous avez souligné. Une autre remarque, c'est comment construire de manière pédagogique une initiative citoyenne afin d'améliorer la nutrition. La nutrition. La pédagogie pour améliorer la nutrition. Oui. Apprendre aux citoyens à mieux se nourrir et comment les amener à vouloir se rendre à ces lieux pour construire tous ensemble. Alors, des dispositifs qui permettraient oui, de mieux mais Alain Maillefer, dans ce que j'ai dit à sa place, en quelque sorte, je le reprends.
dans les propositions finales qu'il fait, et que j'approuve, c'est que cette question, on va dire, de l'éducation autour des questions alimentaires devrait être beaucoup plus présente à l'école. Mais bien sûr, on voit bien que ces questions-là touchent d'abord les familles. Mais comment voulez-vous que les familles, qui n'ont pas le choix parce qu'elles sont dans les marches d'escalier, souvenez-vous, plutôt dans les marches du bas, et qui sont plutôt avec le riz, les pâtes, etc., et la malbouffe, quoi. Comment voulez-vous qu'ils aient accès au choix et qu'ils apprennent aux enfants le goût et ceci et cela? Donc la question de la pauvreté est effectivement très liée à ça. Et je prends l'exemple, on est au Conseil général de Meurthe-et-Moselle, mais à un moment donné, donc ça fait déjà plusieurs années, quand les décisions ont été prises de vraiment abaisser les coûts des cantines scolaires, c'est parce que beaucoup d'enfants ne mangeaient que quand ils allaient à l'école. Vous imaginez? Que quand ils vont à l'école. Et donc, à un moment donné, supprimer la cantine, c'était mettre vraiment beaucoup de gens dans des difficultés sans nom et par rapport à ce qui est quand même vital. Je reviens avec la première partie quand même de ce que j'ai expliqué. C'est que selon qu'on est dans de la nutrition qui permet au cerveau de bien fonctionner, etc., ou non, eh ben, ce n'est pas les mêmes résultats. De temps en temps, on a envie de se fâcher quand même. Hein, Alexandre. D'accord. Alors, on a une remarque de Michel May, un peu en lien avec l'intervention de Roger Berthaud, qui parle de l'expression même de 30 glorieuses de l'économiste Jean Fourastier. C'est une expression qui est remise en cause par un nombre de chercheurs, parce que certains qualifient Fourastier de conservateur. Et il écrit ensuite, Michel May, que cette journée de réflexion doit aussi nous amener à réfléchir du coup aux notions de conservateur et progressiste. Pour conserver la valeur fraternité, par exemple, il faut faire progresser les structures sociales. Du coup, la question, c'est comment on aborde le progrès, alors que le progrès peut être aussi, comme l'a dit Roger Berthaud, vers plus de néolibéralisme et une société moins portée vers la solidarité. Roger est obligé de répondre. Oui, bon, autant que je me rappelle, j'ai employé l'expression de 30 glorieuses entre guillemets, enfin, longtemps sur le tableau. C'est une expression commode parce que tout le monde l'emploie, on sait de quoi on parle. Et c'est vrai qu'elle est remise en cause aujourd'hui parce que les 30 glorieuses n'ont pas été aussi glorieuses qu'on le dit. Il y en a même certains, je pense à Bernard Friot, un ancien sociologue et économiste, qui parle des 30 piteuses. Bon, ok, je ne le suivrai pas jusque-là parce que c'est vraiment tordre le bâton dans l'autre sens. Je pense que, comment dire, le terme est certainement inapproprié. En même temps, il est utile parce que tout le monde sait de quoi on parle. Et en même temps, il correspond quand même à une réalité que moi, je trouve tout à fait intéressante parce que, globalement, dans cette période-là, les forces, je dirais les forces progressistes et non pas conservatrices, ont fini par imposer un certain nombre de choses à des gouvernements qui étaient des gouvernements de la droite libérale pour la plupart du temps. Bon, je pense en particulier à mai 68, c'est quand même pas rien, ça fait partie de la période. Et aux accords de Grenelle, non, c'est ça? Oui, bon, qui ont augmenté les salaires et donc le pouvoir d'achat de millions de travailleurs. Bon, je pense que l'apogée de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier, c'est bien dans les 30 glorieuses, c'est pas après. Il a été préparé évidemment avant, en particulier 36. Bon, ok. Autrement dit, il y a plein de choses qui ont été tout à fait positives dans ce domaine. Pas tout, évidemment, mais je continue à penser qu'on peut, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut continuer à s'inspirer du modèle keynésien qui a été mis en place à ce moment-là, en l'adaptant aux conditions économiques et politiques et sociales d'aujourd'hui, entre autres choses parce que je ne vois pas d'autres modèles. En tout cas, pour ma part, je récuse le modèle libéral.
je récuse le modèle communiste. Je ne vois pas d'autre modèle que le modèle keynésien. Mais je me répète. Un mot sur les 30 glorieuses. 68, c'est la fin des 30 glorieuses. Et si les gens, notamment dans le milieu ouvrier, voient les 30 glorieuses, c'est parce que chaque jour était moins mal que la veille. En effet, ça commence par la sécurité sociale. Mais en 1960, dans une cité ouvrière, il n'y a pas de voiture ouvrière. Dans une cité ouvrière en 60, il y a les ingénieurs, le directeur, l'instit. Voilà. Et voilà qu'à partir de 60, la 4 chevaux arrive. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, dont on n'a pas mesuré ensuite, d'ailleurs, les conséquences. Dans une cité ouvrière, il y avait une épicerie. Mais à quoi sert l'épicerie ouvrière, puisque tout le monde va à la petite ville avec la 4 chevaux? C'est plus rigolo de commencer à aller voir les supermarchés. Il y avait un cinéma, pellicule par pellicule. Mais à quoi bon garder le cinéma dans la cité ouvrière, puisqu'on va dans la petite ville avec la 4 chevaux, où là on a 3 salles de cinéma, et donc ça, et in fine, on va balayer les cités ouvrières, non pas parce que seulement le patronat veut externaliser et ne plus s'occuper des cités ouvrières, mais parce qu'il n'y a plus personne dedans, où il y a si peu de monde qu'il n'y a pas de service. Et donc il y a des conjonctions comme ça étranges, qui sont des conjonctions sociétales et des conjonctions politiques. Parce qu'évidemment, l'entreprise était ravie. Elle n'avait plus à s'occuper ni de l'épicerie, ni de la chapelle, ni de l'école, ni de la maternité, ni rien. C'était externalisé, disait-elle. Mais il faut reconnaître que le consommateur ouvrier, dès les années 60, il était déjà dans une autre logique que celle de l'avancée collective. C'était déjà un petit peu du chacun pour soi, et ça, voilà. Alors 68 pour moi était un bouquet formidable, mais ensuite la consommation c'est surtout marqué par l'individualisme à partir des années 60-70. Je le pense vraiment. Et ça pose un problème, y compris dans nos choix politiques aujourd'hui. On a rarement des collectifs qui s'expriment. Quand vous étiez maire d'une commune, vous aviez les conseils d'école. Ça se met en place. Formidable! Conseil d'école, il y avait 3 listes de parents. Il y avait la Cornec, dont on disait qu'elle était progressiste. Il y avait... comme on disait, la garde, dont on disait qu'elle était un petit peu conservatrice. Et puis il y avait ceux qui, dans une petite ville, disaient on veut ni l'un ni l'autre, nous on est apolitique, donc on fait une liste indépendante. Mais vous savez ce qu'on fait depuis 10 ans? C'est l'instituteur qui est dans la cour de récré pour aller voir les parents en leur demandant vous voulez bien être au conseil de classe? Donc il y a une vraie difficulté. On a une expression collective aujourd'hui qui est fragilisée, qui est parcellisé, et jamais nos défis n'ont été autant internationaux, globaux, et le défi il est global, mais on est dans une société très parcellisée. Donc, moi je vous dis, j'ai 74 ans, c'est à vous de faire. Moi je vous suis, mais moi, je ne peux plus là, nous on est épuisés là, on est au bout du bout là. Alors moi, quand on parle... Merci. Quand on parle des pauvretés, je pense aussi pauvreté, il y a des pertes de savoir. Monsieur Dauzet parlait des cités. Alors effectivement, chez de Wendel, on mourait de Wendel, mais il n'y a pas que ce qu'on a vu autour de Nancy. Il y avait les cités de Pompée, il y avait les cités de la Madeleine. Enfin, tous ces gens-là avaient non seulement ils étaient logés, mais ils avaient un bout de terrain. Et ils savaient faire... Alors au-delà de ils savaient faire pousser. Ils avaient même des bêtes des fois. Tous ces savoirs-là, les gens sont perdus.
On peut peut-être espérer que les nouveaux, les jeunes, qui retournent vers la campagne, vont peut-être faire quelque chose un peu plus commun. Juste pour un peu rebondir sur ce qui a été dit à l'instant par M. Dauzé, c'est la question un peu de la parcellisation que vous évoquiez, de l'individualisation, du fait qu'il n'y a plus de société globale finalement. Je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé du tout dans la journée, mais bon, c'est pas une critique, hein, loin de là. C'est la question des réseaux sociaux. Et on voit bien qu'il y a, enfin, de mon point de vue, qu'il y a une relation finalement entre une forme de pauvreté et le développement des réseaux sociaux, au sens où, au travers du développement des réseaux sociaux, on s'invente des fausses communautés, qui fait que justement ça diminue les solidarités de proximité, on n'a plus que des solidarités virtuelles, et que ces solidarités virtuelles ne sont pas en capacité de répondre à des problématiques de sortie de pauvreté. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qu'il faut aussi qu'on travaille autour de la question de l'impact des réseaux sociaux dans la pauvreté. Des questions encore, je crois. Allez-y. Et j'ai une dernière remarque qui est aussi de Michel May. Le handicap n'est pas qu'à envisager d'un point de vue médical. Le corps n'est pas seul à être handicapant, la société l'est aussi. Oui, c'est quand même, je le dis au passage, une des raisons de la transformation langagière, en tout cas de ceux qui suivent de près ces questions de handicap. La formule avant c'était handicapé, voilà, etc. Et maintenant on dit personne en situation de handicap, ce qui n'est pas la même chose. Ça veut bien dire que oui, il y a quelque chose qui est intrinsèque, mais il y a beaucoup de choses qui tiennent à la société. Dans un document qui était prévu, qui fait partie, on va dire, du travail qui a été fait par le CNAES Grand Est, avec M. Louis Bonnet, que je salue parce qu'il est inscrit, donc il est peut-être devant son écran. Il insistait sur, avec même un concept, mais je ne vais pas le reprendre, c'est lui qui le dit, et il l'explique très bien, mais qui revenait à dire, et c'est plutôt la situation qui m'a expliqué pour comprendre le concept que je voulais vous dire ici. Il est au bord de la mer, en famille, et il est en fauteuil roulant. Et il a son gamin qui va sur les rochers, etc. Vous voyez, comme voilà, formidable. Et il dit ce qui est une grande limitation, c'est qu'il y a des choses que je ne peux absolument pas faire, parce que quoi qu'on fasse, ça ne sera pas possible. Moi, il me semble que des formes de handicap sociaux sont de cet ordre-là. Il y a des tas de choses que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Ils ont envie de le faire. Ils ne sont pas handicapés au sens d'être sur un fauteuil roulant. Et là-dessus, c'est beaucoup plus difficile. Encore qu'on voit de temps en temps des expériences étonnantes, aussi portées par des associations qui aident les handicapés à avoir des frissons parce qu'ils ils vont sur l'eau, ils vont dans l'air, enfin ils font des choses extraordinaires, ou en forêt. Mais beaucoup de gens ont envie de faire des choses, ils sont dans la capacité de le faire, ils disent pourquoi tous les autres peuvent le faire et moi je ne peux pas le faire. Les questions de pauvreté touchent à un moment donné sur ça. Or, ce que Louis Bonnet développe ensuite, c'est que ce sont les voyages, c'est le mouvement, c'est la circulation, c'est les interconnexions qui permettent à un moment donné de se construire aussi dans quelque chose qui est davantage commun. Alors on retrouve quelque chose qui n'échappe pas à la possibilité pour l'handicapé, c'est les réseaux sociaux, au sens cette fois-ci informatique du terme. Beaucoup, tiens Michel May, qui est pour le moment devant son écran en Alsace, et que je salue, ils utilisent
le virtuel pour aussi se déplacer, faire un certain nombre de choses. Donc les choses ne sont pas que négatives, elles ont toujours une double polarité. Alors on a Isaac Ndenga en réponse à Michel May concernant... voilà. Vous avez raison Michel May, les questions de pauvreté doivent être pensées en rapport aussi avec les structures sociales. On peut partir de la valeur de fraternité. Comment cette valeur est-elle considérée, vécue par ceux que nous considérons comme précaires ou pauvres? La dernière semaine, dans une discussion informelle, une personne qui tend la main m'a dit que si fraternité il y a, elle n'est que verbale, elle sert certains, a-t-elle ajouté. Mais faut-il la qualifier pour parler de fraternité sociale, économique et responsable? Bon, ce n'était pas vraiment une question, c'était plus une remarque voilà, qui était formulée, qui pose par contre de vraies questions. Mais oui, Roger, tu veux intervenir? Une autre observation que je pourrais faire, et comment dire, ça me rappelle que quand on se préoccupe des gens qui sont en difficulté, généralement, il s'agit de gens comme vous et moi, je dirais de classe moyenne, qui s'occupent de gens plus pauvres ou plus en difficulté. Et qu'effectivement, on peut se poser la question de la réelle fraternité qu'il y a de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'on y trouve quand on fait ça? Un boulot, un salaire, pour certains, d'autres une reconnaissance sociale, je ne sais pas. Et je ne condamne pas du tout d'ailleurs le travail que les uns et les autres peuvent faire. Simplement, ce que je vois et qui pose la question d'une réelle fraternité, c'est que quand même souvent, dans la relation d'un intervenant social, d'un travailleur social, pour des professionnels, avec des personnes en difficulté, il y a souvent, je ne dirais pas toujours évidemment, ce serait absurde, mais il y a souvent, trop souvent je pense, une absence de considération qui ne se dit pas, qui est voilée, mais qui se marque par le fait que souvent on ne croit pas ce que les gens disent quand ils parlent de leur situation. On pense qu'ils essayent de montrer qu'ils sont vraiment dans la merde pour pouvoir apitoyer. Alors ça, c'est une vieille réaction qu'on peut trouver dans tous les siècles antérieurs. Une espèce de condescendance qui, évidemment, n'est pas de la fraternité. Mais bon, je n'ai pas la réponse. Je le constate, parce que je ne suis pas moi-même intervenant social ou travailleur social, mais j'en ai côtoyé beaucoup. J'ai déjà connu personnellement des gens qui ont été en grande difficulté, et je vois bien qu'ils ont le plus grand mal, au moins pour certains, à faire reconnaître la réalité des difficultés dans lesquelles ils sont. Autre question? Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, je vous propose que donc on arrête là cette partie du débat qui est un peu peut-être plus complexe que d'habitude avec du monde à distance et puis du monde ici. Mais bon, je vous remercie. Je remercie tous ceux et celles qui étaient devant leur écran et qui ont posé des questions ou fait des remarques. Et même ceux qui n'ont posé aucune question ni aucune remarque, mais qui ont écouté jusque maintenant le contenu de ce colloque et du débat. Et puis je vais relaisser la parole donc à Jacques, non, c'est ça? Jacques. Je vais préparer. Un petit interlude. Ça a duré un peu le plaisir. Non, c'est bon. Voilà. Ça arrive.